Et bonjour Maxence. Bonjour, comment ça va? Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette interview euh, qui fait partie donc de l'interview parenthèse burn-out de tout l'été. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc Maxence Joès, je suis auteur et j'ai 29 ans. Ok. Dans quel contexte tu as fait ton burn-out déjà pour le avant burn-out? Donc j'étais salarié dans une entreprise, c'était de l'immobilier, donc Century 21, je, je cite, c'est pas grave. Euh, je venais d'être promu et je venais de passer j'étais à l'accueil, donc en tant que standardiste, et je venais d'être promu en tant que gestionnaire en gestion immobilière. D'accord. Et est-ce que tu as vu des signes de ton burn-out? Oui, clairement, très clairement. J'ai eu pas mal de signes d'abord physiques, étonnamment, parce que je pense que j'ai toujours été dans cette manière d'aborder mes émotions et tout, d'un peu garder en moi et de pas trop y faire attention, parce que je me disais, ah, je suis quelqu'un qui stresse pas, je suis quelqu'un qui n'est pas anxieux, donc tout va bien. Mais au final, mon corps a réagi et j'ai commencé à avoir des douleurs, des palpitations, des choses comme ça que je n'avais pas du tout auparavant. Donc douleur, palpitation, Ouais. autre chose de physique? Une fatigue énorme, une fatigue vraiment, peu importe le nombre d'heures de sommeil et toutes ces choses, ça ne changeait rien, même le sport, ça ne faisait plus rien. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu un déclencheur de ton burn-out? À quel moment? Comment ça s'est passé en fait? Le déclencheur, c'était au travail directement. J'étais dans le bureau justement, je commence à ressentir ces douleurs, mais beaucoup plus fortes. Et donc vraiment plus intenses et ça dure plus longtemps. Et je me dis, ah là, c'est quand même assez bizarre. Et en fait, je commence même à avoir des vertiges, tout ça. Et en fait, c'était parce que la personne qui devait être avec moi, on devait être deux sur le poste, elle était en arrêt depuis 6 mois. Ça aurait pu être un signe, j'aurais pu. Et en plus, j'ai parlé avec cette personne et c'est à cause de ce poste-là, en fait. Et donc, en fait, je devais rattraper tout un retard de 6 mois, donc de la personne qui n'était pas là, plus m'occuper de la charge de travail des deux postes. Donc, forcément, ça a été le déclencheur de tout ça. D'accord. Et ça s'est manifesté comment? Du coup, tu as fait quoi à ce moment-là? À ce moment-là, donc, je commençais à avoir des vertiges et tout ça, et je me dis, il y a quelque chose qui va vraiment pas. Je me dis, il faut que je sorte de l'entreprise, donc je pars devant, comme si j'allais prendre une pause. Je me dis peut-être que ça va se calmer comme les autres fois. Donc au final, c'était clairement une attaque de panique. D'accord. Et, et j'ai ma responsable qui est prévenue et elle vient me retrouver dehors. Donc elle me rejoint et elle me dit, ah, ça va pas et tout. J'avais déjà commencé à lui parler des petites douleurs, de ces choses-là. Et donc elle me dit, bon, bah, on n'attend plus, on va tout de suite aux urgences. Et donc, très cool. Et vraiment, j'adorais ma manageuse, elle était super. Et donc, elle m'accompagne et elle a attendu les 3 heures aux urgences avec moi et tout, toute l'après-midi, jusqu'à ce que je sois pris. Ensuite, elle est partie. Et donc, plein de tests et tout ça pour apprendre que c'était une attaque de panique, quoi. D'accord. Et à quel moment a été posé le diagnostic burn-out? C'est plus tard avec ma psy et ensuite psychiatre. Donc, la psy, elle, s'est doutée qu'il y avait de ça, mais il y a eu d'autres choses en même temps. Donc, il y avait dépression profonde et l'anxiété, le trouble anxieux généralisé qui s'est déclaré, du coup. Mais c'est parce que j'ai trop attendu, que je ne me suis pas soucié de tout ça, quoi. Et donc, après, bah, psychiatre qui a, du coup, lui, posé le diagnostic. D'accord. Donc c'est le psychiatre qui lui a posé le diagnostic. Tu étais suivi avant en psy ou pas du tout? Et c'est Pas du tout. ok. Donc c'est au moment du burn-out où Ouais, tout a refait surface en fait. bah, c'est ça. En fait, je me suis dit, en fait, ça faisait déjà des années que ça n'allait pas, mais j'avais cette croyance personnelle de je peux me débrouiller, je vais m'en sortir, je suis un homme, je suis fort, ça va aller. Chose qu'il ne faut surtout pas faire. Là, je me suis dit, il y a beaucoup trop de problèmes et c'est trop intense pour que j'ignore ça à nouveau.
il faut que j'aille consulter, donc je suis allé consulter directement. D'accord. Et tu as eu un traitement médicalisé aussi, si tu es allé chez le psychiatre? Alors, pas immédiatement, parce que je refusais, encore une fois, sur la même dynamique, hein, de je vais m'en sortir tout seul, tout va bien, j'ai pas besoin de ça. Et de base, je suis quand même très anti-médicament, c'est-à-dire, enfin, je suis pas totalement contre, mais uniquement quand c'est vraiment essentiel à la guérison. Mais si c'est pour prendre des Doliprane ou des choses comme ça, j'ai du mal. Et donc, ça a joué aussi sur le fait que je veuille pas tout de suite commencer un traitement médicamenté, pardon. Donc, ouais. Mais Et- après, au bout de, je crois que c'était 6 mois, 8 mois après avoir commencé les séances de psy. Ah oui, quand même. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé au traitement médicalisé? Médicamenteux? Pourquoi? Au final, c'est parce que ça faisait 8 mois, donc, et ça faisait 3 mois avec le psychiatre, et on s'est rendu compte que ça n'avançait pas, il n'y avait pas d'évolution, que ça n'allait pas mieux. Et c'était même, ça commençait même à aller de pire en pire, et on s'est dit, il faut faire quelque chose, et je me suis dit, bon, bah, c'est parti. Et il y avait une chose aussi qui faisait que je ne voulais pas commencer directement les médicaments, c'est que ça impliquait l'arrêt de l'alcool. D'accord. Comme j'étais alcoolique à cette époque-là, bah, c'était trop dur de me dire que j'allais arrêter. Ok. L'alcoolisme était avant le burn-out? Oui, oui, oui. Oui, ça faisait déjà 7 ans avant le burn-out que je buvais tous les jours, tout le temps, enfin tous les soirs en tout cas, mais ça reste de l'alcoolisme parce que c'était euh, à hauteur de 3 litres, 4 litres par soir de bière. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ton burn-out? Hum, Je crois que le plus difficile a été d'accepter que le problème était mental. Parce que au final, je ne sais pas si ça arrive à d'autres personnes, mais j'aurais préféré que ce soit un problème physique. En fait, j'aurais préféré qu'on me dise, ah ben c'est une maladie, voilà, ça explique toutes ces douleurs, toutes ces choses, euh, parce qu'on n'est pas assez éduqué sur ces sujets-là et que forcément, on lie ça à de la folie ou des choses comme ça. Et j'avais un peu cet a priori en moi. Forcément, il était installé parce qu'on grandit aussi avec ce genre de phrases et de formules qu'on entend tout le temps. Mais ouais, c'était ça, c'était me dire, ah, euh, c'est vraiment mental, quoi. J'ai un problème dans ma tête. Et ça, c'était compliqué. Et qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans cette période? Sur le moment, rien du tout. Ok. Rien du tout. Il a fallu attendre presque 1 an et demi avant que je me remette à écrire. Et là seulement, j'ai retrouvé quelque chose qui me faisait vraiment du bien. Ok. Pour le Tu moment, écrivais avant ou pas? j'écrivais quand j'étais jeune, mais j'avais perdu ça. Donc j'écrivais depuis mes 11 12 ans jusqu'à mes 21 ans, j'ai tenu ça. Et je l'avais perdu pendant bien 4 5 ans. Et, et notamment avec la dépression et tout ça qui s'était déjà installé. J'avais perdu le goût des choses que j'aimais. Et ouais, au final, c'est ce qui m'a aidé. Et pourtant, à l'époque, euh, j'avais une copine, donc, et ça allait quand même bien entre nous, tout ça. Mais tout s'est détérioré avec le burn-out, l'anxiété et tout. Mais même sa présence ne m'aidait pas parce que j'avais une espèce de culpabilité au fait d'entacher sa vie et de la rendre plus compliquée euh, par ma faute. Donc, D'accord. pas forcément d'avoir de la compagnie à ce moment-là. Ok. Et il y a d'autres pratiques qui t'ont aidé? Il y a autre chose? Donc, c'est à partir du moment où tu as pris les médicaments que ça a commencé à s'éclaircir? Donc oui, mais au bout de 3 mois, ça a mis du temps à vraiment à faire effet. Du coup, quand j'ai commencé les médicaments, j'ai arrêté l'alcool immédiatement, donc du jour au lendemain. C'était un peu dur au début, hein. Il y avait quelques petites hallucinations, des petites psychoses, des trucs un peu bizarres. Mais j'ai réussi. Et ensuite,
Ah, c'est bon. Ensuite, j'ai repris l'écriture et j'ai commencé la méditation. D'accord. Méditation directe. T'as réussi à rentrer dans le processus de méditation. Oui, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui rumine beaucoup et qui réfléchit beaucoup, ce qui fait que j'avais l'habitude un peu d'être dans mon monde, dans ma tête. Et donc, ouais, j'ai réussi à... J'ai mis du temps à réussir à le faire vraiment en pleine conscience. Mais en tout cas, j'ai bien aimé dès le départ. J'ai bien aimé ce moment de paix et tout ça. La méditation, tu l'as connue par quel biais? J'ai ma psy qui m'en avait parlé et surtout mon cousin m'en avait aussi fait la promotion. Il m'avait dit, ouais, euh, le matin je m'étire, je fais mon petit yoga, méditation et tout. Et il m'avait dit, ça me met vraiment bien pour la journée. Et je m'étais dit, ah, j'essaierai un jour, mais toujours avec ce petit truc de flemme en se disant, bon, on verra un jour. Donc, ouais. Et il y a une question qui est sortie au fur et à mesure des épisodes, c'est si je te donnais une baguette magique et que je te dis, je t'empêche, voilà, tu vis pas ton burn-out, tu pars dans un univers où tu n'as pas vécu ton burn-out, est-ce que tu l'apprends cette baguette ou pas? Non, non, non. Ok, pourquoi? Non, clairement pas, parce que euh, c'est presque cliché, mais j'aurais jamais réalisé à quel point il est important de s'écouter, écouter son corps, ses pensées, ses émotions, et surtout me rendre compte d'à quel point le temps, la vie et tout, c'est tellement précieux qu'il faut l'utiliser à bon escient et faire des choses qu'on aime, quoi. Il faut pas subir cette vie alors que enfin, c'est horrible. Après, c'est très compliqué hein, avec notre société capitaliste et tout ça, mais euh, c'est grâce à ça aussi que je suis revenu à l'écriture. Et maintenant, puisque je suis auteur, clairement, je ne prendrai pas cette baguette. Et tu crois que tu serais pas arrivé à cette finalité sans ce burn-out? Je pense que je l'aurais pas fait parce que je me serais toujours rassuré en me disant que de toute façon, c'est un rêve et c'est pas possible, ou alors, enfin, c'est des pensées limitantes, mais qui sont vachement ancrées, je trouve, dans nos sociétés, de se dire, de toute façon, c'est pas un vrai métier, ou il faut la sécurité, il faut tout ça. Et je pense que je me serais toujours bercé d'illusions avec ce genre de discours et je l'aurais jamais fait. Donc malgré la souffrance du burn-out, malgré tout ce que tu as vécu, tu y retournes. Ouais, Ok. Et quelqu'un qui sent qu'il est pas loin du burn-out aujourd'hui, ce serait quoi pour toi le premier conseil à donner? ça va paraître un peu bateau, mais je dirais prendre le temps de vivre. C'est-à-dire que si votre boulot vous met dans des états pas possibles, des choses comme ça, acceptez le fait de ne plus avoir une sécurité quelque temps pour vraiment se reconnecter à votre vraie personne, à votre côté humain et ouais, reprendre le temps d'entendre les oiseaux, de vraiment des choses simples ou se dire je prends le temps de vivre, aujourd'hui j'ai pas envie de faire ça, je le ferai pas, des choses comme ça. Et ouais, voir si déjà ça se remet un peu en route, si ça va mieux, et ensuite bien sûr consulter. Et pour la personne qui est en plein dedans, tu sais, la fameuse phase où tu arrives à rien, euh, est-ce que tu vois comment tu aurais pu aller plus vite ou un conseil à donner à ces personnes-là qui aujourd'hui disent, OK, mais je peux pas, je peux rien faire, je peux Ouais, rien faire. aller plus vite, c'est vraiment consulter et accepter l'aide, qu'elle soit du coup que ce soit les médicaments, que ce soit la parole, que ce soit peu importe ce qui vous fait du bien, euh, dans la limite bien sûr de l'égalité et aussi le porte-monnaie et toutes ces choses. Mais ouais, faut absolument, je pense, se concentrer sur le fait d'accepter l'aide. Moi, par exemple, j'ai mis trop de temps à prendre les médicaments, j'aurais pas dû. Je sais que j'aurais gagné vraiment des mois et des mois de guérison. Ça aurait été plus rapide si j'avais écouté les conseils des praticiens. Et au-delà de ton métier, tu as changé d'autres choses dans ta vie au quotidien? Oui, oui, énormément. Euh, Ça m'a vraiment. J'avais déjà cette idée de d'être un peu hors des cases, de ne pas trop.
porter d'importance au modèle de réussite classique, ces choses-là. Mais là, ça m'a vraiment aidé à m'en détacher. Euh, du coup, j'ai arrêté de me mettre de la pression sur des choses nulles, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut absolument avoir un enfant, une maison, la voiture. Enfin, j'ai arrêté de me mettre des pressions sur toutes ces injonctions parce que, au final, je me suis rendu compte d'à quel point c'était absurde de vivre avec une liste de cases à cocher. Donc ça, ouais, là-dessus, ça a bien changé. Et comment ça s'est passé avec ton entourage? C'était très compliqué. De la part de mes parents, il y avait une totale incompréhension, et puis ils sont d'une époque où, bah, franchement, la santé mentale, c'était pas un sujet, c'était pas un réel sujet en tout cas, mis à part les grosses maladies comme schizophrénie, des choses comme ça ils connaissaient, mais toutes les choses liées à l'anxiété, au burn-out, pour eux, c'est des choses nouvelles, donc ça, c'était assez compliqué. Euh, Ils comprenaient pas trop. Par exemple, quand ma mère, je lui ai dit que j'avais quitté mon travail parce que bah, c'était impossible. Physiquement, je pouvais même pas rentrer dans l'entreprise. Elle m'a dit ah, mais comment tu vas faire? Il faut que tu retrouves un travail. Alors que je venais de lui expliquer vraiment tout, l'anxiété, la dépression, tout ce qui va avec, tout ce que ça implique. Et non, elle m'a dit quand tu vas faire, il te faut un travail. Donc, assez compliqué de ce côté-là, mais ça a mis bien 2 ans avant qu'ils comprennent vraiment. Mon livre a d'ailleurs beaucoup aidé parce que vu que j'ai publié Regarde-toi qui parle de ce moment en fait où je quitte l'entreprise, où j'ai le burn-out, la dépression, l'anxiété, bah, ils ont compris grâce à ça. Donc, ça a aidé au final, tant mieux. Et sinon, l'entourage, c'était compliqué avec ma chérie pour le coup. D'ailleurs, on n'est plus ensemble et c'est une des grandes causes de, bah, de la rupture. Euh, Parce que c'était compliqué. Forcément, il fallait on va dire qu'elle prenne le relais, que ce soit sur les émotions, sur le fait d'être forte, sur le fait de, elle, devoir continuer à travailler, sinon on ne pouvait pas s'en sortir financièrement. Donc, toutes ces choses-là, ça a énormément pesé. Euh, Après, c'est comme ça, hein. C'est un épisode, mais forcément, ça m'a coûté ça. Donc, ça a fait mal sur le coup quand même. Et sinon, j'ai quand même eu un entourage qui était très cool. C'est-à-dire bah, mon cousin qui m'avait parlé de yoga, méditation. Lui, il a été très présent. Euh, il était vraiment à mes côtés et tout. Et ça m'a fait vraiment du bien. Du bien. Et mon petit frère aussi qui m'a pas mal aidé, même s'il n'est pas du tout démonstratif. Mais il me montrait à sa manière qu'il était là pour moi. Et du coup, tu as démissionné. Oui, oui, j'ai clairement démissionné. En fait, j'avais deux choix. Soit je restais et j'allais enchaîner les arrêts de travail comme la personne qui était là avant moi. Et je me suis dit que au-delà de pour l'entreprise, parce que eux, ils s'en fichent en soi de ma vie ou ma santé, en soi, eux, ils veulent que je sois productif. Donc, au-delà de l'entreprise, je me disais que ça serait pas cool pour la prochaine personne de se retrouver dans la même situation que moi, c'est-à-dire de bloquer le poste il aurait été tout seul, la boucle aurait été infinie. Je me suis dit, il faut qu'on stoppe ça. Donc j'ai préféré dire ciao je pense qu'en vrai j'ai bien fait parce que ça m'aurait, ouais, je sais pas, il y aurait eu une espèce de pression supplémentaire à me dire ah, quand est-ce que j'y retourne, ah, il faut que j'aille refaire un arrêt de travail, ainsi de suite. Ça aurait pas été une bonne chose. Oui, ça t'aurait pas entraîné dans la bonne, dans la bonne direction. L'ami, Et un dernier mot pour les personnes qui vivent ça aujourd'hui, tu leur dirais quoi? Une lueur d'espoir? ouais, très clairement, très clairement. Aujourd'hui, en fait, il y a un truc que je voulais dire, mais qui peut faire autant de mal que de bien, c'est que tout ce qui peut découler d'un burn-out, comme moi par exemple l'anxiété, euh, c'est des choses dont on ne se débarrasse pas vraiment. On va apprendre à vivre avec. Mais le bon côté des choses, c'est que aujourd'hui, j'ai vraiment appris à vivre avec, et aujourd'hui, je suis capable de faire des choses dont j'étais incapable avant, c'est-à-dire faire des dédicaces, des salons du livre, parler devant des dizaines, des vingtaines de gens. C'était impossible avant, et pourtant, bah, je trouve, devenu une personne plus accomplie qu'avant cette expérience. D'accord. Merci beaucoup.
Merci Maxence. Et Je mettrai alors, les réseaux et pour que toutes les personnes te retrouvent et découvrent tes romans que j'ai pu découvrir également. Et, et puis, bonne continuation. Et merci. puis, au plaisir de se rencontrer dans un salon prochainement. On n'est pas très loin, je pense que ça devrait arriver. Ça va se faire, ça va se faire. Invitation. À bientôt, bonne journée. Oh, ciao.